Cas d'usage, c'est des gains de productivité plus efficaces. Nous, nos clients, les deux questions qui se posent, c'est comment je protège mes données sur mes projets d'IA. Il y a un rapport bénéfice-risque qui n'est pas assez contraignant, voilà, malgré le montant des amendes tel qu'il peut paraître. Pour entraîner un petit modèle, nous, il nous faut à peu près 4 mois, 100 jours. Vous l'avez compris, on va quitter un petit peu le monde du LLM, du logiciel, on va dire de l'algorithme même de l'IA pour revenir à l'infrastructure. Je suis tombé moi-même sur une vidéo cette semaine d'un grand ami de la mêlée qui est Henri Dagrin, qui est dans nos locaux d'ailleurs, où il disait que donc grosso modo 80% des investissements dans l'IA se faisaient dans l'infra, ou 5% dans l'algorithme. C'était selon, voilà, bon, ils n'étaient pas tous d'accord sur les chiffres, mais les ordres de grandeur sont là. Donc on reviendra essentiellement sur ces questions-là, donc de l'infrastructure qui supporte l'IA. Ce que je propose, c'est que chacun se présente et sa structure aussi rapidement, parce qu'on a 45 minutes en tout. Et puis après, on reviendra aux questions. Voilà. C'est moi qui commence. Donc Alain Issarni, donc directeur général de SIAM, une très belle petite ESN sur des sujets techniques et IT forcément, d'architecture de haut niveau. Auparavant, puisqu'on me l'a rappelé, je ne peux pas le cacher, donc j'ai présidé une entreprise qui s'appelle Nunspot, qui est dans le monde du cloud. Et si je remonte encore auparavant, j'ai pas mal traîné dans le secteur public. J'ai été DSI de l'assurance maladie ou DSI de la Direction générale des finances publiques. Bonsoir, bonjour. Johan Delano, moi j'appartiens à une belle entreprise qui s'appelle SCC, qui est le leader en France de l'intégration de solutions d'infrastructure en cloud ou dans le data center des organisations qui nous font confiance. Et chez SCC, j'ai la chance et l'honneur, le privilège d'animer une équipe qui s'appelle Practice Data IA. Donc on construit la proposition de valeur de SCC France autour des sujets d'intelligence artificielle, autour des sujets de gestion de la donnée dédiés aux environnements d'intelligence artificielle. Et nous, notre leitmotiv, c'est évidemment de travailler sur les sujets d'infrastructure autour des solutions d'intelligence artificielle. Merci. Bonjour. Donc moi, je suis Sylvie Houlière-Maïka et j'ai la chance aussi d'appartenir à une belle société qui s'appelle OVH Cloud, que j'ai rejoint il y a quelques mois. Et ma mission au sein d'OVH Cloud, c'est de développer les activités en France, au Moyen-Orient et au Benelux. Alors, OVH Cloud, ce qu'on sait d'OVH Cloud, c'est la belle histoire entrepreneuriale d'Octave Klaba, donc créée il y a plus de 25 ans. Ce qu'on sait peut-être moins, ou ce qu'on dit moins, c'est que OVH Cloud est un acteur mondial et le leader du cloud de confiance. Et la promesse d'OVH Cloud, au cœur de nos activités, c'est la souveraineté. Et je pense qu'on va en parler très longuement. Alors bonjour à tous, je m'appelle Pierre Tri. Je vais vous apporter un regard institutionnel puisque je travaille pour la région Occitanie. Je suis en charge des stratégies régionales d'intelligence artificielle, cybersécurité et technologie quantique. Et je vais donc vous donner à voir ce que les acteurs publics tels que la région prépare, en tout cas tente de préparer pour accompagner non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi les infrastructures à l'heure de l'IA. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le métier d'une région, puisqu'une région dispose d'un certain nombre de compétences. On organise les mobilités, notamment ferroviaires, mais aussi les lycées, etc. etc. Ce qu'on sait moins, c'est que la région est chef de file en développement économique. À ce titre, nous soutenons les filières économiques, donc les entreprises, souvent TPE, PME, mais aussi grands groupes, parfois sur certains cols. On soutient la recherche, on soutient l'innovation. Et c'est donc à l'interface de tout ceci que nous votons un certain nombre de textes qui sont ensuite déclinés en programmes d'intervention, donc en subventions, clairement. Et notamment sur le sujet qui nous intéresse ce soir, autour des intelligences artificielles. Le texte a été voté en juillet dernier et je vais vous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons le décliner sur le sujet des infrastructures. Et donc, pour ma part, je suis Michel-Marie Maudet, je suis directeur général en fait, d'un éditeur de logiciels qui s'appelle l'Inagora. Donc, ça fait un quart de siècle qu'on existe et la particularité, d'où ma présence certainement aujourd'hui, c'est qu'on entraîne, nous, des modèles. Et donc, on est gros consommateur d'infrastructures alors sur quelque chose qui est moins connu, qui est vraiment l'entraînement de modèles, puisqu'il y a très peu de personnes aujourd'hui en France et en Europe qui entraînent des modèles.
Et par ailleurs, on est très bons clients en fait OVH parce qu'on infère nos modèles une fois qu'on les a entraînés, ils tournent en fait entre autres chez OVH. Et puis je suis très content voilà, de rejoindre la région Occitanie puisque j'étais avec vos collègues de la région des Pays de Loire hier. Donc vous voyez, je suis très content de rejoindre l'Occitanie aujourd'hui sur les mêmes sujets. Voilà, donc on travaillait sur les politiques de déploiement et d'usage de l'IA en fait au sein de la région Pays de Loire. Voilà. Bon, moi je m'adresse déjà aux intervenants. Donc ce que je propose à chaque fois finalement, c'est qu'on voit une double approche, donc matricielle carrément. On y va. Donc, on va regarder à chaque fois sous le prisme l'entraînement versus inférence, c'est-à-dire l'usage contre l'entraînement. C'est pas les mêmes infras, c'est pas les mêmes enjeux, voilà, etc. Donc à chaque fois. Et puis le global versus le local. Sur moi qui suis candide là-dessus, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas levé le doigt tout à l'heure sur est-ce qu'on a ChatGPT. On a vraiment donc cette historique qui est le cloud, qui nous a animés voilà, pendant 25 ans, avec finalement, on va dire, un taux d'avancement qui n'est pas si élevé que ça. Moi, je lisais en tout cas un chiffre qui était 62% encore de données sauvegardées en local. Donc, par définition, ça veut dire que c'est 62% qui n'ont pas adopté le cloud. Et quand on prend l'IA et qu'on quitte, encore une fois, l'usage quotidien que l'on en a, qu'on arrive sur les infrastructures, on comprend puissance de calcul, on comprend data center, on comprend infrastructure télécom, qui relie tout ça. Et donc, moi, ma première question, c'est en préparant cette réunion, il y a une phrase que j'ai retenue d'OVH, c'est sans cloud, pas d'IA. Donc Sylvie, si déjà vous pouvez commencer par ça. Oui, on peut démarrer comme ça. Bah oui, sans cloud, pas d'IA, parce que si on n'a pas les infrastructures pour héberger, manipuler, on parle d'entraînement, mais on parle d'inférence aussi. Il faut les exploiter, ces modèles de données. Donc c'est pour ça, sans cette infrastructure flexible, scalable, et puis sécurisée, accessoirement, en fin de compte, ouais, sans cloud, pas d'IA. Donc on apporte de la puissance de calcul, et il n'y a qu'avec avec le cloud que vous pouvez avoir cette puissance de calcul. Aujourd'hui, sur l'on-prem, c'est un petit peu compliqué. Et finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment je les protège, ces données. Alors, la question, elle existait avant l'IA, mais là, finalement, on a l'habitude de dire que l'IA, c'est un catalyseur d'un vrai sujet qui existait avant. Et cette protection des données, elle est au cœur des débats. Finalement, nous, nos clients, les deux questions qui se posent, c'est comment je protège mes données sur mes projets d'IA, et puis comment aujourd'hui je me préserve et je me protège d'un risque de shutdown, voilà, de coupure. Donc le contexte géopolitique actuel amène nos clients à se poser ces deux questions-là. Donc en fin de compte, nous, au VH Cloud, je vous parlais de notre promesse, c'est d'avoir une infrastructure souveraine by design. Voilà, on a un acteur européen avec protégé des lois extraterritoriales et voilà, ce qui permet finalement de déployer des modèles d'IA dans un environnement complètement sécurisé, fiable et performant aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que notre tagline sans cloud pas d'IA, ça prend tout son sens. Donc nous, notre proposition de valeur, pour reprendre ce que disait Michel Marie, donc nous on est plutôt sur l'inférence plutôt que sur l'entraînement. Donc on bâtit des infrastructures pour aider nos clients à déployer et à faire tourner leur modèle, les exploiter. Et finalement, quand vous avez une infrastructure cloud, il n'y a pas besoin d'expertise dédiée. Après, on fait appel à des partenaires, on en parlait tout à l'heure, qui, eux, bâtissent des modèles, des propositions de valeur, clés en main. Voilà. Mais on va quand même un petit peu plus loin, parce qu'on a deux volets. Donc, le volet puissance de calcul, évidemment, et puis stockage. Il faut les stocker, ces données. Et après, on a bâti des solutions d'IA. Alors, avec une data platform pour une solution complète de bout en bout, mais aussi des modèles d'IA. Alors, si je schématise la proposition de valeur d'OVH Cloud, on a trois approches. Finalement, la première, le client il est autonome, il veut de la puissance. Donc, on a des GPU. Voilà, on assemble nos serveurs, on design nos serveurs, et on a des GPU, NVIDIA, on a 8 modèles. Voilà, donc ça, on va dire c'est assez classique, le client est autonome, il veut juste de la puissance. Après, on va un petit peu plus loin, donc on a un mix entre
Je suis complètement autonome, mais j'aimerais bien quand même que OVH Cloud m'aide sur un service un peu plus managé. Donc on a une offre de machine learning à base, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les techniques de containerisation, mais en tout cas, voilà, le SLS, c'est que nous, on fournit l'infrastructure et le client est responsable, lui, de faire tourner ses modèles. Et enfin, le troisième volet, on va beaucoup plus loin, donc avec une offre qui s'appelle AI Endpoint, où là, on a un service managé complet. Et là, le client, finalement, via une API, va directement chercher ces informations. Voilà, c'est un peu les trois volets. Donc on va de l'autonomie totale jusqu'à un service complètement managé. Donc finalement, juste en conclusion, sans Claude, pas d'IA. On a une offre à la fois de cloud privé, de cloud public. On a même une offre qu'on a sortie d'on-prem. Donc les clients nous demandent aussi pour des données hypersensibles de pouvoir retrouver des infrastructures chez eux. Donc soit exploité par OVH et managé par OVH, soit directement par le client. Donc on a toute une palette d'offres cloud qui répond à cette problématique. Merci, Johan. Donc toujours pour la proposition de valeur finalement de SCC dans une approche 360 qu'on a évoquée ensemble. On laisse l'urbanisation pour après quand on va passer à l'usage. Mais vas-y, présente-nous. Oui, donc effectivement, alors, je suis assez d'accord, sans le cloud, pas d'IA, mais en réalité, si je reviens sur le premier chiffre que tu as donné d'un peu plus de 60% des entreprises qui sauvegardent en local leurs données, en réalité, 90% des entreprises quasiment aujourd'hui opèrent des environnements hybrides. Donc c'est à la fois du cloud public et puis des environnements on-premise. Tout à chacun, on en fait l'expérience au quotidien. Quand on fait un Teams avec des collègues ou des partenaires, on utilise des solutions qui sont hébergées dans le cloud public. Donc la réalité, ce n'est pas finalement comment essayer de faire sans le cloud ou comment effectivement se prémunir des failles éventuelles liées au cloud, etc. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est comment je peux assez rapidement m'engager sur le chemin de faire l'acquisition de premiers cas d'usage déployés, etc. chez moi opérationnel. Et effectivement, la première étape, c'est accéder à de la ressource. Et cette ressource, en général, elle est d'abord disponible dans le cloud public. Donc c'est pour ça que nos clients, bien souvent, vont lancer leurs environnements de démonstration, etc., leur premier POC, vers le cloud public. Après, ils ne vont pas forcément passer en production dans le cloud public. Ceci étant, pour le moment, la réalité de terrain, c'est qu'il y a assez peu de clients qui opèrent aujourd'hui des environnements IA, GenAI en production. Il faut rester aussi réaliste. On est sur un marché qui est émergent. Ça buzz beaucoup, mais pour le moment, des projets qui ont abouti, qui fonctionnent, qui ont la promesse d'un véritable retour sur investissement, il y en a assez peu. Voilà. Et donc c'est effectivement le corollaire de ça, c'est que pour permettre à nos clients chez SCC de déployer des premiers projets réussis, on essaye d'avoir avec eux une approche très pragmatique. C'est-à-dire de se dire, finalement, pour que votre projet réussisse, on va commencer par se fixer des objectifs communs, bien définir ces objectifs communs, ces objectifs qui seront propres à votre cas d'usage, des éléments de mesure sur le retour sur investissement que vous attendez du déploiement de votre projet IA. Et après ça, on va bâtir une solution. Quand je dis une solution 360, c'est une solution qui inclut la fourniture de solutions d'infrastructure en cloud ou dans le data center, de l'intelligence logicielle avec des entreprises qui peuvent être des gros mastodontes comme OpenAI ou comme Mistral, mais aussi avec des acteurs peut-être plus petits, souverains, français, French Tech, etc., qui sont très actifs, notamment sur la région Occitanie et également Nouvelle-Aquitaine, où on a aussi des partenaires. Et donc, on va essayer de construire des solutions qui vont intégrer à la fois ce volet intelligence logicielle, à la fois cette fourniture de ressources dans le cloud public et sur une approche plus maîtrisée on-premise, et également tout le besoin en compétences pour pouvoir permettre à nos clients de déployer ces projets-là, c'est-à-dire de l'expertise en data ingénierie, en data science, pour construire véritablement le workload avec nos clients et puis leur permettre de l'exploiter en production. Alain, tu évoquais ton passé chez NumSpot, donc aussi acteur de cloud, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Juste peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, et la question qui est
pas de cloud, pas d'IA. Je pense que tout le monde a entendu, et c'est une phrase qui ne me plaît pas beaucoup, c'est on a perdu la bataille du cloud, adressons la bataille de l'IA. Ce qui, de mon point de vue, est juste une erreur flagrante, parce que comment on peut se mettre sur l'IA si on n'a pas le cloud? Et donc je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Pour la partie inférence, enfin, il faut du cloud. On ne gagne pas une bataille d'IA si on n'a pas le cloud. Donc c'est fondamental. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais rejoint NuSpot, et c'est effectivement très important. Et effectivement, je pense qu'il y a deux typologies. Il y a l'inférence et l'entraînement. Et on ne parle pas de la même chose. L'inférence, j'allais dire, c'est vraiment du cloud. Là-dessus, il faut y aller. Et c'est semblable à ce que l'on faisait auparavant. L'entraînement, c'est de l'hébergement, mais c'est de l'hébergement hautement spécifique. Vous savez tous, les GPU, ça consomme énormément d'énergie, il en faut énormément. Il y a une boîte française, dont j'ai oublié le nom, là, qui... Eclairion. Exactement, oui. Qui fait des data centers un peu spécifiques. Pardon que je fais une parenthèse, un peu spécifique, hein. Très attaché avec le CEA, en proximité du CEA, et qui faisait des choses pour les HPC, c'est-à-dire les calculateurs haute performance du CEA, et qui a mis en place un concept qui était nouveau, c'est-à-dire que leur data center, c'est quoi? En fait, c'est j'apporte de l'électricité et du froid, et vous venez avec un conteneur rempli j'allais dire, de processeurs qui consomment énormément d'argent. Et donc, cette entreprise a été créée pour faire du HPC. Ils ont eu l'idée de la lancer avant, c'était en 2021, je crois. Ils pensaient rentabiliser ça ou remplir leur capacité en 5 ans. Est venue l'IA, et en fait, ils sont submergés. En fait, l'IA pour l'entraînement, mais je crois que Michel pourra en dire beaucoup plus, pour l'entraînement, ça nécessite des ressources et des capacités qui sont énormes, qui sont un petit peu plus éloignées de ce que l'on entend par du cloud classique. Donc c'est pour ça que je dis le cloud classique est plutôt pour l'inférence. Pour l'entraînement, ça fait appel à des ressources qui sont totalement différentes et peut-être des concepts qui sont totalement différents. Et juste, pardon, et j'en profite parce que j'ai le micro. On s'est tous réjouis avec le sommet sur l'IA, je pense que vous en avez entendu parler, où il y a eu plus de 100 milliards, je crois, d'investissements qui ont été annoncés en France. D'accord ? Donc on dit on a perdu la bataille du cloud, mais on y met 100 milliards. Mais en fait, il ne faut pas se tromper. Pourquoi il y a 100 milliards qui sont venus? C'est parce que nous, on a de l'énergie propre. En fait, qu'est-ce qui attire? En fait, c'est les compétences que l'on a. Et je trouve que ça serait un constat probablement d'échec que de considérer que on approche ou on attire le numérique et le cloud uniquement parce qu'on a de l'énergie propre. Donc c'est bien d'avoir de l'énergie propre, mais je pense qu'il faudrait que l'on développe aussi les couches intermédiaires. Il y a l'électricité, mais il y a aussi le cloud qu'il faudrait aussi développer, et pas uniquement en fait avoir des acteurs étrangers qui viennent en fait utiliser l'énergie française, s'installer ici ou là et délivrer un certain nombre de services. Voilà. Justement, enfin Michel, Sylvie tout à l'heure évoquait le positionnement quasi 100% à inférence d'OVH. Donc le point de vue maintenant de quelqu'un qui a besoin d'entraîner son langage. Donc nous, le modèle dont vous avez entendu parler, c'est Lucie. Donc c'est un petit modèle. C'est pas un LLM, c'est plutôt un SLM. Pour vous donner en fait des ordres d'idées, pour comme ça en fait on va le dimensionner, c'est que c'est entre 500 fois et 1000 fois plus petit que ChatGPT en termes de taille. Donc c'est des tout petits modèles. Mais pour entraîner ce modèle-là, c'est à peu près 600 000 heures de GPU. Et donc les GPU les plus haut de gamme en fait chez NVIDIA, donc les fameuses cartes H100 aujourd'hui ou H200. Et globalement, si vous reportez ça en fait, donc 600 000 heures, donc nous on a entraîné sur 256 cartes de ce type-là. Et donc c'est à peu près 100 jours non-stop. 100 jours non-stop. Donc, je ne suis pas sûr, en fait, quand on parle de ces volumes-là, qu'on soit capable, par exemple, de demander à OVH qu'ils nous mettent à disposition, pour nous uniquement, pendant 100 jours, 256 GPU. Donc aujourd'hui, pour entraîner des petits modèles, retenez bien, en fait, qu'on est 500 à 1000 fois plus petit que Grok, que ChatGPT, que Claude, et ainsi de suite. Donc la seule façon pour entraîner,
c'est d'avoir en fait des architectures en fait qui sont dédiées. Et en Europe et en France, on en a. Donc il y a des fameux clusters qui sont réunis maintenant dans ce qu'on appelle les HPC Factory. Et en France, donc il y a plusieurs machines. Il y en a en fait une machine en fait qui est en Occitanie. Je vous laisserai peut-être en parler. Mais on a sa cousine, sa grande sœur, en fait en Île-de-France, hein, sur le plateau de Saclay, qui est cette fameuse machine Jean Z dont vous avez entendu parler. Et actuellement, on utilise à peu près, en ce moment où je vous parle, en fait, on entraîne un modèle et on utilise à peu près un tiers de cette machine-là, c'est-à-dire 512 GPU. Je vous rappelle que Grok, enfin en tout cas Elon Musk, en fait, en moins de 20 jours, a déployé 100 000 pour l'utilisation de Grok et on en rajouté en fait 100 000 GPU, hein, 100 000 et 100 000, hein, 200 000 GPU. Donc on est sur des échelles en fait qui n'ont vraiment rien à voir. Donc c'est pour ça qu'en fait globalement il faut surtout pas rentrer dans cette course-là. En tout cas pour créer ces gigas en fait data centers. Et pourquoi en fait il faut plutôt faire des petits modèles. Je pense que ça, je vais vous faire comme ça une passe rugby toute droite. C'est que globalement, en fait, ce qu'on veut faire avec ces petits modèles, c'est de voir la capacité de choisir l'hébergement. Effectivement, par contre, ces petits modèles, je peux choisir de les héberger dans le cloud OVH Cloud, chez NumSpot, dans des infrastructures en fait déployées chez les clients, ou comme on est en train d'en discuter avec les collègues des Pays de la Loire, donc ils sont en fait aussi dans des stratégies à mon avis similaires que vous allez nous détailler, de mettre en place en fait des data centers au plus près finalement des usagers et donc d'avoir des capacités raisonnables et raisonnées qui permettent en fait d'inférer ces modèles, puisqu'il est strictement impossible aujourd'hui en Europe d'héberger un modèle comme ChatGPT ou Anthropic, en fait ces modèles-là. C'est strictement impossible. Le plus gros calculateur en fait qu'on ait actuellement, à l'heure actuelle, il est en Allemagne et on parle de 30 000 GPU. Donc on est quand même 6 fois plus petit que la première tranche qu'a déployé Elon Musk. Et Meta sont à peu près à 50 000 GPU aujourd'hui. Et donc c'est un problème pour nous aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que globalement, pour entraîner un petit modèle, nous, il nous faut à peu près 4 mois, 100 jours, 4 mois, c'est pour ça qu'on va moins vite, aussi en termes d'innovation aujourd'hui. Donc le sujet de l'infrastructure est aussi, pas un frein, mais en tout cas, ça ne nous aide pas en fait à aller plus vite, alors qu'on a les compétences, on a l'énergie, et ainsi de suite. L'énergie au sens, pas l'énergie propre que tu citais Alain, mais la volonté en fait de développer ces modèles. Mais malheureusement, en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de point de limitation à l'accès à ces ressources pour l'entraînement. Alors, déjà, on a hâte que Pierre nous présente l'infrastructure régionale dont tu as parlé. Il y a des mots-clés, je crois qu'on a déjà prononcé le mot hybridation. Donc, Pierre aussi, aide-moi à passer à l'usage aussi, aux besoins et finalement à la nature de besoins. Y a-t-il un seul besoin IA? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et du coup, la pluralité des réponses aussi qui va. Mais d'abord, l'infrastructure régionale évoquée, parce que là, on est resté sur notre fin. Effectivement, la machine Ad Astra qui a été évoquée à l'instant est donc un bel équipement qui fait partie du top 3 français, troisième au Green 500 sur la frugalité green mondiale. Hein, donc, on a un très bel équipement qui a une bande passante ouverte également sur le besoin des entreprises. C'est d'abord un équipement qui est dédié à la recherche, aux grands instituts de recherche français, mais qui, en effet, ouvre progressivement ses portes, c'est pas ça en difficulté, aux entreprises. Parce que c'est toujours pareil, il manque toujours la personne qui fera le lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Donc c'est souvent ce maillon manquant qui... voilà. La pyramide de calcul qui vient d'être décrite est évidemment assez complexe. Quand on parle de grandes machines de taille internationale, souvent américaines, on ne peut pas lutter. D'ailleurs, ça ne servira à rien de vouloir lutter. Je crois que c'est 100 hectares, 150 millions d'euros, c'est le premier ticket d'entrée, ça. Donc bon, jouons sur d'autres terrains, et en tout cas, nous, on nous invite à jouer sur d'autres terrains. Il a été dit tout à l'heure que la France, avec l'Inde d'ailleurs, a monté le sommet pour l'action sur l'IA en février dernier, où globalement on a demandé aux territoires, aux régions, de repérer des fonciers pour l'attractivité de porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux et qui arrivent, et c'est assez rare pour le souligner, avec beaucoup de cash. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui est sur la table.
Alors c'est des projets parfois d'1 hectare, parfois de 20, de 30. C'est des projets qui vont entre, en gros, 50 mégawatts et 1 giga pour les plus ambitieux. C'est compliqué de trouver des fonciers de cette taille en proximité d'écosystèmes d'entreprises, d'écosystèmes de recherche, parce que là, on parle d'une matière qui est en constante évolution. Nous, la stratégie qu'on a votée il y a 1 an, on considère que c'est un point de départ. D'ailleurs, on est assez fiers d'avoir mis un S à intelligence artificielle. On l'a mis au pluriel parce qu'il y a l'IA-Gen, c'est vrai. L'IA-Gen, c'est une bataille qui est compliquée, surtout sur des grands modèles. En revanche, il y a aussi beaucoup d'IA qui ne sont pas génératives et des IA appliquées à l'industrie, à des PME industrielles de proximité. Chez nous, en Occitanie, on a quelques filières force. On a toute la filière aéronautique, spatiale à Toulouse, énergie, mobilité. Et le cluster IA Anity qui regroupe 300 structures. Enfin, c'est vraiment un très gros écosystème de recherche et d'innovation sur le bassin d'emploi toulousain. Est au service de ces industries. Vous parlez, à juste titre, de vos clients. Nous, on a aussi en tête qu'il y a beaucoup de gens qui doivent devenir vos clients. C'est-à-dire que la digitalisation, la diversification des besoins cloud chez beaucoup de filières reste à faire. Ça reste un horizon quand même pour beaucoup de TPE notamment ou PME. On a également tout ce qui est santé. Agriculture, agronomie, etc. Mais santé, je reviens sur la santé. Pourquoi ? Parce que par exemple, Adastra, qui est un grand équipement de recherche qui s'ouvre progressivement, a une feuille de route HDS. Donc là, HDS, ça veut dire avoir des contraintes qui sont spécifiques et peut-être, pourquoi pas, faire du supercalcul sur des données qui aujourd'hui ne sont pas attaquées en supercalcul. On a une fenêtre d'opportunité réglementaire qu'on va essayer de saisir pour faire de l'entraînement sur les données de santé. Pourquoi pas ? Bref, on a, nous, à notre niveau, à la fois un souci d'attractivité sur des fonciers avec des porteurs de projets qu'on espère européens, mais c'est malheureusement pas majoritairement le cas. Et puis on a des filières intégratrices, des filières à digitaliser qu'il nous faut accompagner auprès, en effet, de fournisseurs de proximité. Et là-dessus, je voudrais dire un mot. En Occitanie, nous avons 25 data centers, 25 offreurs de solutions data centers. Sur les 25, on en a 19 qui ont leur siège social en Occitanie. Et parfois même dans des petites villes. On pense à Perpignan, à Rodez, à Alès. Donc ce n'est pas du tout forcément des métropoles. Ce sont des acteurs qui souvent sont installés dans le paysage depuis longtemps, des années 80, 90. Et c'est souvent des acteurs qui sont passés au travers des mailles des politiques numériques. En gros, c'est l'angle mort, parce que souvent ils avaient des métiers électriques, un peu informatiques, et qui aujourd'hui doivent opérer une mutation à la faveur du green, à la faveur de l'IA, à la faveur de la cyber aussi. Bref, ce sont des gens qui doivent évoluer sur leur modèle, sur leurs infrastructures, qui doivent avoir une capacité de fournir du cloud. En proximité. Un me disait encore ce matin qui cherche un hectare, voilà, pas loin, et qui ne peut pas aller à 50 ou 100 km. Ses clients lui demandent d'être à côté de lui. Il cherche de la proximité physique. Donc c'est aussi ça la filière. Et donc, j'en termine. Pour nous, c'est à la fois donc, des enjeux d'attractivité, des enjeux de soutien aux grands équipements. On en a un, on a la chance d'avoir un de recherche pour jouer quand même. Et puis des enjeux d'accompagner une filière qui existe, qui doit muter en proximité. Voilà. 25 data centers en Occitanie, c'est cohérent avec les chiffres que j'avais. 300 data centers répertoriés au dernier observatoire Infranum. Donc je pense qu'avec la concentration en Ile-de-France, ça explique pourquoi c'est pas juste une multiplication, pas 90. Mais voilà. Et Johan, juste tu as prononcé donc l'hybridation de la réponse, tu n'as pas encore prononcé le mot urbanisation, mais comment on gère finalement un projet IA côté client ? Comment on les aide à maturer ça ? Tu m'as évoqué la multiplicité des interlocuteurs. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un CDIO, moi, mais bon, CDO je savais, mais CDIO je ne savais pas. Dis-nous un peu. Oui, en fait, nos clients, bien souvent, effectivement, sur ces sujets-là, sont assez démunis. Alors, ils sont démunis parce que, d'abord, ils font face à des enjeux qui sont très divers. Des enjeux techniques. S'ils souhaitent internaliser une partie de la production sur ces sujets IA, il faut qu'ils disposent de data centers qui leur permettent d'accueillir ce type d'infrastructure, ce qui est rarement le cas. Ils ont des enjeux financiers. Je comprends que les modèles effectivement français
ait du mal à être entraîné sur plus de 500 GPU, parce qu'effectivement, on parle de GPU. En fait, derrière ça, on parle d'une firme qui s'appelle Nvidia, qui est américaine. Il y a des quotas à l'exportation de ce nombre de GPU, et donc ça ne favorise pas la diffusion non plus des infrastructures en Europe et puis plus principalement en France. Donc il y a des enjeux d'ordre technique, des enjeux financiers parce que ces GPU elles coûtent très cher, parce que la consommation électrique, etc., liée à l'urbanisation coûte également assez cher dès qu'on a des infrastructures un peu robustes. Il y a des enjeux éthiques, RSE, écologiques, etc., liés au déploiement de ce type de technologie. Et donc forcément, ça amène à repenser le sujet de l'urbanisation et la stratégie d'urbanisation des infrastructures, notamment si on se projette sur le fait que l'IA elle va intégrer progressivement l'ensemble de nos organisations et l'ensemble de nos métiers. Donc les DSI, qui sont les interlocuteurs habituels d'entreprises comme la mienne, mais également j'imagine d'entreprises comme celle d'OVH, etc., ils ont une injonction qui est une injonction de leur direction, qui est le sujet qui buzz du moment, c'est faire de l'IA. Donc allez-y, faites de l'IA, expliquez-moi comment on va créer des nouveaux services dans l'entreprise, comment on va rendre nos agents publics plus efficaces, comment on va réduire la fracture numérique en mettant en place un certain nombre de solutions qui vont permettre à nos concitoyens d'avoir accès plus facilement à l'information, etc., etc. Comment on va effectivement guérir le cancer de je ne sais quoi, etc. Donc toutes ces injonctions-là, elles sont mises dans les mains de gens qui n'ont a priori pas forcément les compétences, le savoir et la capacité à porter ces sujets-là dans leur métier et dans leurs fonctions habituelles. Donc effectivement, il y a des nouvelles fonctions qui se créent. Alors il y a des responsables de la data, il y a des responsables des sujets IA qui se créent, etc. Et en réalité, tout ce petit monde se doit de collaborer d'abord avec les gens qui vont utiliser l'outil informatique, parce que ce sont eux qui sont les premiers dépositaires du savoir de ce qu'est leur activité au quotidien et de comment elle peut être améliorée et rendue plus efficace par l'arrivée de ces outils-là. Donc effectivement, on joue des enjeux qui sont très larges, d'urbanisation, des enjeux techniques très forts sur comment on adapte aujourd'hui les structures d'hébergement à ces nouveaux usages, des enjeux également très forts en termes de collaboration dans les entreprises pour déployer ces sujets-là. Voilà. Donc c'est très large et en même temps c'est très complexe. Je vais laisser Sylvie juste développer une phrase qu'on a eue ensemble sur le fait qu'il fallait simplifier l'adoption de l'IA pour faire décoller les usages. Si vous voulez revenir dessus. On a eu une discussion tout à l'heure avec Johan en préambule, parce qu'on se disait finalement il y a deux options, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes des clients pour avoir des boîtes à outils. Et on se disait, finalement, c'est des projets qui aboutissent pas, parce que la boîte à outils, finalement, on donne les pièces du puzzle, et puis voilà. C'est pour ça que je mentionnais les 3 volets de l'offre d'OVH Cloud, parce qu'on va jusqu'à une offre vraiment complètement packagée. Tout le monde râle devant sa boîte Ikea. Et tout le monde boîte, voilà, c'est ça, tout à fait. Et là, on se retrouve avec le tournevis et il manque une vis. Donc, juste pour rebondir, parce que finalement, ce que tu disais, c'est ça. Ce que cherchent souvent les cas d'usage, c'est gagner des gains de productivité, être plus efficace, optimiser des process, optimiser des prises de décision, finalement avoir plus d'innovation, moindre coût. Dire ça. Moi, j'ai envie de vous... On parlait des agents publics. Moi, je voudrais vous partager un cas d'usage, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que font les clients. Il y a eu une annonce à Vivatech où on a annoncé un partenariat avec France Travail. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, l'agent public. On a annoncé un partenariat avec France Travail et Mistral. Donc là, on est dans la souveraineté. On est avec des acteurs français, un agent public et Mistral et OVH, où finalement le sujet c'était de rendre plus efficaces les agents. Donc là on parle de quand même 40 000 agents de France Travail, sur leurs besoins internes, pour essayer finalement de se dire notre métier c'est d'être un conseil pour nos demandeurs d'emploi. Mais on passe un temps fou à faire de la rédaction de documents. Donc on a monté avec Mistral
une solution souveraine sur des infrastructures OVH Cloud avec Mistral et France Travail pour développer donc une solution. Alors c'est du robot conversationnel. Alors très souvent, vous savez, finalement, les projets d'IA, ça démarre par ça, hein, quand même. Il faut quand même revenir. Voilà. Donc ça s'appelle ChatFT. Voilà, c'est en production pour 10 000 agents et on va monter en puissance sur 40 000. Mais aussi, deuxième volet, ça peut être... Enfin, vous avez vu ce qui se... Enfin, on a quand même besoin de remettre tout le monde au travail. Hein. C'est notre argent. Et donc, les demandeurs d'emploi, aujourd'hui, il y a un vrai sujet de match, finalement, entre les demandeurs et ce qu'on propose. Enfin, ce que France Travail peut proposer. Et donc, on a développé aussi ce volet-là. Donc, c'est une offre qui s'appelle Match FT, où là, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à faire beaucoup mieux matcher le profil d'un demandeur d'emploi et ce que peuvent proposer les offres de France Travail. Alors, encore une fois, je simplifie, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi les vrais cas d'usage. Parce que si les clients nous demandent des boîtes à outils, finalement, ça n'aboutit que rarement. C'est ce qu'on partageait. Mais quand on parle de cas d'usage comme ça, et avec des sociétés partenaires, comme vous, on arrive à développer des choses très, très, très concrètes et qui sont démontrables. Ça, je pense que c'est super important de le dire, parce que sinon, on reste dans le nuage du cloud, avec des grandes idées. Mais voilà, nous, on est très pragmatiques sur les cas d'usage. Bon, je vous cite celui-ci, on en a plein d'autres, mais je trouvais que c'était intéressant. Donc Alain, avant de passer au moment sur la souveraineté, si tu as un dernier mot là-dessus. Alors, effectivement, c'est extrêmement important. Ça fait partie des obstacles pour ceux qui sont précautionneux ou des manques de vigilance pour ceux qui n'y font pas attention, qui est que, malgré tout, quand on utilise une IA, on dialogue, enfin, entre guillemets, on dialogue, on donne des informations, et la question est de savoir de ce que l'on fait de ces informations-là. Et donc, je ne sais pas si c'est souveraine ou en fait des IA, j'allais dire, attentives à cela, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on a... Enfin, c'est un souhait, mais je pense qu'on n'a pas d'autres possibilités. Il va falloir, à un moment donné, arrêter de ne penser uniquement LLM. Aujourd'hui, les usages que l'on a, ça a été dit, en fait, les DSI sont pressés par la DG, qui a entendu parler d'IA générative, qui utilise ChatGPT à titre personnel et qui dit « Moi aussi, je veux mon sujet IA en interne ». Donc, moyennant quoi, tout cela a beaucoup avancé. Et en gros, je caricature à peine, en fait, beaucoup, on fait quoi? Ce que j'appelle, moi, des CQGPT, c'est-à-dire des LLM, des GPT, mais sécurisés pour être sûr que les données qu'on y mettait dedans, en fait, n'allaient pas être utilisées. On n'a pas, selon moi, encore atteint le niveau de maturité vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. C'est probablement pas ces usages-là qui vont produire les plus d'intérêt. Si j'ai un pronostic à faire, moi, je parierais beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'IA agentique, utiliser en fait des modèles qui viennent non pas en périphérie du système d'information, mais carrément dialoguer avec le système d'information, avec la base de données du système d'information, avec une application ou autre. Et ça, c'est encore plus sensible. L'idée d'avoir un modèle externe pour faire ça, je pense que ça n'est pas possible, et ça coûterait horriblement cher. Et donc, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, tamponnée par NVIDIA, qui dit que en fait, l'avenir, c'est de l'IA agentique basée sur des SLM. Et donc, c'est un espoir, mais c'est probablement aussi la trajectoire qui va arriver, c'est que plutôt que de continuer à parler que des LLM ou autres, utiliser des modèles économes ou des modèles faits... Michel a parlé ils sont en train de faire un SLM, des modèles qui sont économes en ressources machines, qui sont économes en énergie, qui ont l'avantage de pouvoir être nettement mieux sécurisés. Et ça, c'est probablement l'avenir. Au sein de SIAM, en fait, c'est ce que l'on pousse auprès de nos clients, c'est de, suivant les cas d'usage, en fait, de découper leurs besoins et de ne pas mettre à chaque fois un LLM, mais plutôt un SLM dédié, optimisé par rapport au cas d'usage, et au process même à l'intérieur du cas d'usage, pour avoir des choses qui soient un peu plus gérables. Donc il faut descendre un petit peu plus dans la mécanique des modèles, mais je pense que la maturité de l'utilisation de l'IA
arrivera quand on aura passé cette étape et que l'on en sera à ce stade qui est d'interconnecter des petits agents en utilisant des protocoles qui sont en train de naître. Hein. C'est très, très, très récent. On parle de MCP, de A2A, enfin peu importe. Ça a moins d'1 an. C'est des choses qui sont arrivées sur la table. C'est ce qu'on appelle les petits modèles. Pour savoir. Ça. En fait, c'est ce que l'on appelle, ou certains appellent, c'est la prise USB-C de l'IA, c'est-à-dire la façon universelle de connecter des modèles au reste du système d'information. Et donc, je crois beaucoup que l'avenir sera par l'utilisation avec des patterns d'architecture bien ficelés pour un système d'information et l'utilisation de SLM optimisés pour le cas d'usage ou pour le process du cas d'usage, parce que le process peut avoir plusieurs SLM. Bon, il reste 5 minutes. Donc, là aussi, un chiffre finalement non vérifié, non vérifiable, mais l'ordre de grandeur, 70% finalement des données nécessaires à l'utilisation qu'on a lambda d'une requête, finalement, ça relève de choses qui peuvent se trouver à proximité et qui n'ont pas besoin de voyager partout dans le monde. On a l'explosion des usages et face à ça, donc on a l'enjeu de la souveraineté. Finalement, plus c'est gros, plus il y a de risques. Et donc, comment on gère ça, la frugalité, l'impact. Et puis, j'y rajouterais aussi tout simplement les moyens financiers que l'on a à y consacrer. Donc, finalement, la solution, justement, comment on arrive à construire une solution qui mixe les solutions locales. Et Pierre, c'est toi que je veux entendre en premier là-dessus, sur qu'est-ce qu'on construit finalement en région et comment on construit ensuite la réponse hybride avec les solutions nationales les plus souveraines possibles, européennes ou françaises. Ouais. Voilà. Google hier disait la souveraineté, c'est la liberté de choix. Nous, on pense que la souveraineté, c'est le pouvoir d'exception. Donc concrètement, on demande à notre cluster digital 113, qui regroupe globalement 300 acteurs du numérique en Occitanie, qui a déjà des factories à l'œuvre sur un certain nombre de sujets, de bâtir, et c'est le cas là récemment, bâtir une factory infrastructure pour assembler les acteurs locaux de la chaîne de valeur de ce qu'on appelle infrastructure. C'est pas que les data centers, il y a les infogérants, enfin il y a beaucoup de monde derrière pour réfléchir ensemble déjà à afficher leur savoir-faire, à montrer qui ils sont, et puis pour peut-être se combiner sur des offres locales, sur des offres alors souveraines. Attention, parce que évidemment, la souveraineté s'arrête aussi dans les composants, et là c'est beaucoup moins facile. Mais en tout cas, de la proximité et puis de la collaboration locale pour que, in fine, les entreprises en face clientes, et puis celles qui doivent le devenir, trouvent des réponses en proximité, peut-être sur des modèles effectivement plus petits, sur des use cases beaucoup plus adaptés à leurs besoins, pas forcément des grands modèles génératifs, mais voilà, des IA très adaptés à leurs besoins. Et on pense que c'est par ce cluster et par ce groupe d'entreprises qui va réfléchir à qui ils sont et comment est-ce qu'ils s'exposent et comment est-ce qu'ils peuvent être consommés davantage, on pense que c'est là que réside une partie de la solution. Après, c'est dans l'ordre, Sylvie, si vous voulez enchaîner. Puis, moi, je veux bien... Ça servira de conclusion. Ouais, ça va servir de conclusion. Alors, du coup, je vais dire que pour une fois, je suis d'accord avec la personne de Google. Hein, donc voilà, ça sera là. Parce que je pense que la souveraineté, c'est la liberté. Il a bien raison. Et en tout cas, c'est comme ça que nous, on s'est construit. Moi, je voudrais partager quelques chiffres. C'est intéressant parce que c'est toujours les chiffres qui font réagir. C'est pour ça que j'avais mis mes petites notes. Parce que pour pas... Mais aujourd'hui, 70% des parts de marché du cloud vont aux hyperscalers américains. Et ça capte... voilà, donc c'est les chiffres du SIGREF. Et ça capte 265 milliards. Et donc 80% de la valeur du cloud, ça va vers des hyperscalers américains. Et le SIGREF a fait une étude aussi sur d'ici 2035. Si seulement on donnait 15% de ces dépenses à des acteurs européens, c'est une création de 500 000 emplois. Et 37 milliards d'euros de valeur. Moi, je trouve que c'est intéressant ces chiffres, parce que c'est pas pour parler de chiffres, c'est juste pour donner une réalité derrière. Donc la souveraineté, c'est aussi ça. Je veux dire, c'est aussi des sujets, certes géopolitiques, mais aussi sur notre puissance économique, en fin de compte, et notre stratégie. Donc il ne faut pas le perdre de vue. Il y a un podcast de notre fondateur, Octave Klaba, là, qui a fait couler beaucoup d'encre. Super d'ailleurs, écoutez-le, 2h30 de podcast, c'est assez intéressant sur les sujets de souveraineté.
Et d'ailleurs, nous, on ne parle pas seulement de souveraineté, on parle d'autonomie stratégique. Enfin, comment on rend autonome de façon stratégique nos entreprises et plus résilientes. Il dit on est en train de perdre une guerre. Et on parlait de ça, voilà, on est en train de perdre. Alors, on parlait de la guerre du cloud et de la guerre de l'IA, mais moi, je pense qu'on a encore on a encore de la place pour pas la perdre, cette guerre. Mais c'est maintenant, en fin de compte, il faut une prise de conscience. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est par la commande publique, on parlait des subventions. Nous, on se dit, les subventions, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est de la commande. Parce que c'est ça qui fait vivre l'entreprise. Donc, on a besoin de commandes publiques et de commandes privées. Aujourd'hui, on en parlait aussi autour d'un petit café avant, il y a une prise de conscience. On n'a jamais eu autant d'interactions avec des grandes entreprises, avec des donneurs d'ordre publics. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le passage à l'action. Et c'est ça qui est un vrai sujet, en fin de compte. Voilà, tout le monde a conscience de ça. Alors c'est vrai que nous, notre proposition de ballon, on est un acteur européen avec des capitaux européens, on est une structure juridique qui protège des risques de shutdown, voilà. Donc on a énormément d'échanges parce qu'on est aujourd'hui un des seuls acteurs à proposer ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de la commande et pas de la subvention. Enfin, c'est ça dont on a besoin pour continuer à développer et notamment pour pouvoir permettre à l'IA de se développer sur des infrastructures cloud. Moi, j'ai les deux animateurs qui sont en PLS, là. Donc, Michel, un petit mot. Juste peut-être pour dire que, parce qu'on a parlé beaucoup d'infrastructures, donc effectivement, c'était quand même les grandes annonces après les AI Summit du mois de février. Bah, n'oublions pas que, parce que c'est bien d'avoir en fait des infrastructures souveraines, mais si on n'a pas le logiciel au-dessus, donc ne pas oublier en fait cette compétence sur l'entraînement des modèles, puisque globalement, je rejoins, c'est-à-dire que même si demain on n'entraînera pas en fait des gigamodèles ou des LLM, mais plutôt des SLM, ça sera des compétences en fait qu'on maintient en fait en France aujourd'hui et qui seront au service des collectivités, du domaine de la santé, pour pouvoir spécialiser en fait ces modèles. Peu importe finalement ce que sera le modèle à la fin ou le modèle de base qu'on va utiliser, et par contre la compétence et les talents qu'on forme nous aujourd'hui en fait au sein de la communauté OpenLLM et aussi dans l'Inagora, ça sera en fait des acteurs qui pourront servir les stratégies en fait qui ont été évoquées auparavant. Voilà. Yoann ou Alain, dans l'ordre que... Moi, je voudrais rester sur une note d'optimisme qui est, il n'y a rien qui est perdu, les batailles ne sont pas perdues. Je pense qu'il ne faut pas envisager d'aller lutter sur le même chemin que les Américains qui ont des moyens qui sont juste totalement démesurés. Il faut essayer de faire plus intelligent. Je dirais, regardons les Chinois. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont fait réellement, mais quand ils ont annoncé DeepSeek, ils ont annoncé des trucs que personne n'a cru quand avec leur modèle. Et enfin, moi, je me souviens, j'ai commencé dans l'administration, on dit quand on a moins de moyens, on est obligé d'être plus intelligent. Donc c'est souvent comme ça. Donc nous, on a moins de moyens, donc il faut juste arrêter de se plaindre du fait que l'on n'a pas de moyens. Il faut juste essayer de bâtir des trajectoires en fonction de ce que l'on a et ce qui est à notre disposition. Et il se trouve que ce qui est à notre disposition, c'est des talents, parce qu'on dit maintenant des talents qui sont en France et en Europe, qui sont des acteurs en fait majeurs et qui peuvent faire énormément de choses. Donc faisons confiance à l'intelligence collective pour faire en sorte que ce qui ressemble à quelque chose qui est un peu insurmontable à rattraper devienne un avantage pour nous, parce qu'on aura bâti des compétences, parce qu'on aura fait tout plein de choses pour faire autrement. Oui, on a plein d'atouts pour réussir, je pense, effectivement. D'abord, on a un écosystème qui est hyper dynamique en France. Effectivement, beaucoup de compétences, comme évoqué Alain. C'est une spécificité française, donc il faut être fier de ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les pays européens qui, aujourd'hui, sont en capacité de jouer des coudes, notamment sur les LLM ou sur des modèles plus petits. On a aussi un État, alors parfois on râle un peu parce qu'il est très présent, etc., mais il amène aussi un cadre réglementaire qui est pas que contraignant, qui est aussi protecteur. Et donc il doit nous rassurer, il doit aussi nous guider dans les choix qu'on va faire demain pour déployer ces solutions-là. Dans l'écosystème français, effectivement, les couches logicielles, c'est hyper important. Nous, chez SCC, on valorise beaucoup tout ce qui va être open data, solutions open, etc. Parce que c'est aussi la clé, de savoir sur quelles données sont entraînés les modèles, etc. C'est un gros différenciant des gros acteurs américains. Quand on parle de cadres souverains, nous, on préfère parler de plus en plus de cadres de confiance, en fait. Donc, c'est ce qui nous semble le plus représentatif de ce qu'on peut faire avec nos clients, c'est-à-dire
les rassurer sur ce qui sont les points de blocage qu'ils peuvent avoir face à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux usages, et les réconforter et les accompagner dans leur choix, notamment en s'appuyant sur ces fondamentaux que sont les cadres réglementaires, que sont les industriels de l'IT présents sur le territoire, en proximité comme un peu plus loin, voilà, et qui proposent tous des solutions qui peuvent permettre de déployer des solutions IA aujourd'hui sur des solutions d'infrastructure robustes et pas forcément très coûteuses. Bon, il reste à remercier tous les participants dans la salle comme intervenants, les applaudir s'il vous plaît. Et puis, on garde les questions pour l'apéro. Ah, il y en a un là-bas. Alors du coup, c'était toi qui avais le micro pour... J'ai une question sur l'option européenne pour les infrastructures. On a beaucoup parlé de la France, en fait. Je vais garder une vision un peu défaitiste là, de ce que vous avez dit sur les infras pour faire dans l'entraînement de gros modèles. Est-ce qu'on a une opportunité européenne pour peser par rapport à nos amis américains ou pas? Ou pas. À ma connaissance, il n'y en a pas qui se dessine, qui est de faire un équivalent de la Gigafactory d'Elon Musk. C'est ça la question, hein, c'est ça? J'ai pas vu de projet dans les cartons là-dessus. Si. Non, mais il y a des pistes, par contre, sur tout ce qui va être informatique quantique, hein, le sujet d'après. Et effectivement, pour le coup, on a aussi des pépites dans l'environnement start-up français et quelques acteurs qui ont déjà investi sur l'informatique quantique. Je pense des acteurs comme le CEA, par exemple, des institutionnels comme la Gendarmerie nationale, etc., travaillent sur des sujets d'informatique quantique. Et aujourd'hui, les manufactureurs de solutions GPU type NVIDIA, hein, par exemple, développent des stacks logiciels qui seront capables d'exploiter ce type d'infrastructure demain. Donc il y a quand même des pistes. Voilà. Après, ce qui est cadre réglementaire, en Europe, pour le coup, on est très fort et on est plutôt protecteur. Par contre, la difficulté, c'est de réussir à faire appliquer ce cadre réglementaire à des acteurs qui, finalement, face à des amendes qui peuvent paraître très contraignantes, continuent à déployer sans vergogne leurs solutions sans respecter ces cadres réglementaires, parce que finalement, il y a un rapport bénéfice-risque qui n'est pas assez contraignant, voilà, malgré le montant des amendes tel qu'il peut paraître important. Non, et puis, l'Europe, quand même, organise la mise en réseau d'un certain nombre de capacités de calcul. Les factories IA sont naissantes, on va les voir fleurir un peu partout. Il y en a certaines qui vont être intéressantes, peut-être pas pour des immenses modèles comme le Texas va en produire, encore qu'on attend de voir, hein. Mais peut-être sur des modèles qui sont aujourd'hui dans les labos et qui peuvent créer la différence parce qu'ils seront différents et parce qu'ils seront plus distribués, parce qu'ils seront plus frugaux, parce qu'ils seront combinés, l'agentique, effectivement. Donc on n'est pas à l'abri aussi de modèles qui nécessitent finalement moins de puissance. C'est déjà le cas, hein, d'un DeepSeek chinois développe aujourd'hui un modèle sur le même type d'architecture que DeepSeek, donc aussi peu frugal. Voilà, donc on a fait aussi des choix de développement dans l'industrie européenne pour pouvoir pallier à ces difficultés qu'on pourrait avoir sur la partie infrastructure. Et puis bon, il y avait juste un thème de recherche qui existait il y a 3-4 ans, mais qu'on a mis un petit peu en retrait parce que cette course en fait au gigantisme et puis aux investissements a un petit peu mis en retrait. Mais toutes les approches de federated learning, donc c'est-à-dire en fait de faire de l'apprentissage distribué, donc qui est quand même une approche. Donc là pour le coup, les AI Factory, en tout cas, en fait partie. Et donc une fois qu'on a passer les caps des ententes et des coopérations en fait entre par exemple la France et puis la machine Leonardo en fait en Italie. Donc effectivement, nous on a fait une petite expérimentation. Effectivement, le modèle en fait, on a entraîné un tout petit modèle juste pour vérifier en fait que c'était possible et donc interconnecter en fait 2 centres de calcul européens qui partagent une infrastructure et en tout cas une architecture matérielle en fait similaire et qui offrirait la possibilité, si on imaginait en fait de développer des modèles européens, on viendrait consolider en fait des modèles qui pourraient venir en fait puisqu'on a 24 langues sur le territoire, donc il faudrait en fait 24 LLM en fait finalement et les assembler. Et donc les assembler, on pourrait en fait très certainement
utiliser cette technique qui existe, hein, encore une fois, qui est dans les labos. Mais pour l'instant, en fait, puisqu'on est capable de mettre des milliards et des milliards et des milliards pour centraliser et mettre ces GPU au même endroit, bah, ça n'intéresse plus personne. Mais encore une fois, là, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain.